On va parler vélo, on va parler cyclisme. Bienvenue les amis, bienvenue dans le 407e épisode du Coup Tordu, le Coup Tordu du vélo, du cyclisme. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et il y a des previews. On termine cette grande saison d'interviews, cette grande période d'interviews, les courses qui reprennent. On enregistre cet épisode le 27 janvier 2026. Donc ça y est, ça repart. J'en profite pour refaire un gros big up à tous les invités qu'on a reçus pendant cet hiver dans le Coup Tordu. Je vais pas citer tout le monde, j'ai oublié du monde évidemment. Pierre Barbier, Clémence Latimier, Yanis Voisard qu'on a eu dans le Coup Tordu, Valentin Gauss de Side Limit. On a reçu pas mal de monde dans les épisodes. Alexis Guérin, Lucas de Rossi, Christian Kagestadt également qui s'occupe de plusieurs coureurs, notamment Jordan Jegat qui travaille avec Alex Carrera, l'agent de Tadej Pogacar, Guillaume Soula bien évidemment. Et donc voilà, donc la saison qui reprend, et donc on vous l'avait promis, ça fait un petit moment qu'on vous l'annonce, et c'est un peu la tradition dans le Coup Tordu d'avoir quelqu'un d'une grande voix d'Eurosport pour attaquer l'année. Rappelez-vous, il y a 2 ans pour la 100e du Coup Tordu, on avait reçu Guillaume Di Grazia à qui on pense évidemment. L'an dernier, à la même époque, Louis-Pierre Frileux était avec nous dans le Coup Tordu, et là on est super content, il est avec nous, il est avec vous, Monsieur Florian Pigeon dans le Coup Tordu. Comment va Flo ? Très bien, merci à vous, c'est plus un honneur pour moi d'être avec vous parce que je suis un auditeur régulier, alors en plus 407e, ça me convient, je suis heureux. Nous aussi on est très content de t'avoir Flo avec nous dans le Coup Tordu, puis je suis pas tout seul bien évidemment pour t'accueillir. Alors Enzo s'excuse auprès de toi, il s'excuse également auprès de vous tous qui êtes à l'écoute du podcast, il a eu un empêchement de dernière minute, mais lui il est là, il est bien là, il n'aurait raté cet épisode pour rien au monde, il a fêté ses 35 ans hier. Monsieur Thibaut, alias Latib, qui est dans la place. Comment tu vas, mon Thibaut ? Vincent. Ouais, 33, je sais, je rigole. Merci, mais j'ai l'âge du Christ. T'as l'âge du Christ. Bon, ça va, mon Thibaut ? Bon anniversaire, déjà. Ouais, merci. C'était hier. Je suis né quand même. J'ai eu le privilège de naître le même jour que Sagan. Qui dit mieux ? Ouais. À quelques jours près, tu tombais sur Remco aussi. Ah ouais, mais non, mais Remco, justement, il est né un jour trop tôt. Voilà, c'est Remco qui est né un jour trop tôt. Bon, on va, dans cet épisode, on va parler de plein de choses avec toi, Flo. Tu vas nous raconter un petit peu tout ce qui va se passer sur Eurosport, parce qu'il y a une grosse saison qui débute. J'ai même envie de dire, j'ai envie qu'on se fasse un kiff, Florian, pour attaquer l'épisode. Alors, ça reprend quand les rois de la pédale, Florian ? Ça reprend pour les Strade Bianche, notamment. D'accord. Normalement. Ok. Ouais. Parce que là, il s'est passé quand même un truc aujourd'hui, la première étape de la Loula-Tour. Je pense qu'il y aurait eu un bel épisode à faire, à mon avis. Donc on va se faire un kiff. Voilà, on va débriefer parce que tu étais au commentaire de cette étape avec Audrey Cordon-Rago. Donc première étape de la Loula-Tour, c'est parti dans tous les sens. Victoire de Milan. Alors on pourrait se dire en regardant le classement, ouais, vas-y sprint, mais non, dinguerie totale. Vas-y Thibaut, je te laisse la main sur cette première étape de la Loula-Tour. Bordure. Ouais. Mais pas que. Oui, pas que. Bon, c'est quoi ? C'est la chute de Yann Christen, c'est ça ? Il y a ça. Il aurait pu se faire sortir de la course. Il aurait pu. Ça aurait pu être une sanction si les commissaires avaient jugé que c'était un peu trop prolongé et que leur réprimande n'avait pas été assez suffisamment entendue. Mais là, on lui a mis la sanction de un seul avertissement. Ouais, on lui a mis le minimum, honnêtement. Ouais. Enfin, le minimum, ça aurait été rien, mais le minimum qu'on pouvait lui donner, c'était 20 secondes, et on lui a donné vraiment le minimum du minimum. Après, si on précise quand même d'un point de vue réglementaire, il s'est aussi accroché à la voiture. C'est l'article suivant du règlement du UCI qui prévoit les sanctions, et les sanctions, si tu t'accroches à la voiture, c'est uniquement des amendes. Donc il n'y aurait pas eu de sanctions en termes de temps. Flo, ça doit être sympa quand même de reprendre la saison avec une étape comme ça. C'est dingue. Normalement, moi, j'étais pas prévu, je devais pas la commenter. Il y a eu un changement de planning la semaine dernière. Je regarde le profil, je me dis bon. Après, je vois le vent ce matin, on me dit c'est calme plat. Et puis, finalement, c'est toujours la magie du vélo, c'est que même quand t'attends rien, il se passe toujours quelque chose. Et là, quand ça a mis en route à 40 bornes, ce matin, j'avais calme. Après, j'étais en contact avec un journaliste de l'équipe, qui était sur place et qui me disait, calme, mais attention parce que ça peut monter en cours de journée. Effectivement, après, ça a été crescendo. Il a pas fallu de grand chose, parce que j'ai pas l'impression qu'il y avait d'énormes rafales, mais c'était quand même suffisant pour nous faire un beau petit coup de bordure et lancer la saison. Ouais, parce que hier soir, quand j'ai regardé la météo, il prévoyait sur les zones, justement, où il y a eu des bordures, un vent de
entre 20 et la dernière ligne droite qui mène à cette, on va appeler ça un hippodrome de chameaux. Je sais pas comment ils appellent ça, un circuit de chameaux, du 23 km/h. Donc, dans ces zones-là, 23 km/h, même en dessous de 20, c'est limite suffisant pour faire péter. Non, bah écoute, tant mieux, hein. Tant mieux. Non, mais moi, les graphiques que j'ai reçus ce matin, ils me disaient 3-5 km/h. Hein. Donc, t'es là, bon, 3-5, ça devrait quand même pas être suffisant, mais après, spectacle, le show, ça, c'était quand même cool. Tu commandes jusqu'à la fin, en principe? Non, c'est Louis-Pierre qui reprend demain, parce qu'en fait, moi, l'hiver, je suis sur le ski alpin, du coup, je peux pas... J'ai récupéré le ski alpin cette année, donc là, c'était juste un petit dépannage et je retourne sur le ski alpin dès jeudi. Parce que là, il y a quand même un super scénario pour la suite. Hein. Tout le monde voyait, comme d'hab, hein, les dictateurs, les UAE écraser la course. Yann Christen qui se fout par terre, qui prend 20 secondes de pénalité. Donc voilà, comme d'habitude, hein, on voit quand le grand patron n'est pas là, c'est souvent un petit peu le bazar. Donc du coup, ça ouvre des opportunités aux autres équipes, même si Christen est revenu à la fin. Voilà, là c'est clairement le plateau qui paraît, je vais pas dire fermé, mais là ça paraît quand même beaucoup plus ouvert que jamais. Il va avoir des conséquences de la chute, donc ça va être super sympa à suivre pour la suite, je pense. Ah c'est sûr. Et en plus, franchement, c'est exactement le genre de course où c'est très ouvert parce que, bon, effectivement, il y a Christen qui était annoncé, qui allait être peut-être dominé, mais avec lui en moins, ou du moins avec du retard en plus, ce qui est encore mieux parce qu'il va peut-être, s'il retrouve des jambes, qu'il n'est pas trop marqué, on en parlait un peu avec Thibaut tout à l'heure par message. Moi, je pense que c'est le genre de coureur à vouloir tout dynamiter, donc il va peut-être tenter un truc insensé. Donc franchement, c'est quand on voit la surdomination qu'il y a par quelques cas d'or dans le World Tour, les points pro, les Coupes de France, c'est les meilleures courses à suivre en ce moment. Ouais. Puis surtout, Christen, on connaît son sens du collectif, on va dire. Hein. Voilà, je pense que par exemple, Anthony Ravard ne l'embaucherait pas au CICU Nantes-Atlantique. Hein. Quand on voit un petit peu les discours, aller sur les réseaux sociaux, voir les discours sur le collectif d'Anthony Ravard. Donc voilà, je veux dire, même si Arrieta à un moment donné est mieux que lui, Thibaut, Christen, ça va être un show jusqu'à la fin. Après, ça dépend comment il se ressent de ses blessures. Ça reste quand même un mec qui peut potentiellement un peu plus se plier au collectif quand il a pas un shot. Je sais pas, à voir. Honnêtement, à voir. Maintenant, il a un débours de 20 secondes. 20 secondes, c'est une marge et c'est rien à la fois. Hein, parce que on le sait, sur les étapes clés, honnêtement, tu peux prendre 10 secondes d'avance, notamment sur la dernière, même un peu plus. Et avec les bonifications, tu peux quand même aller jouer la victoire. Maintenant, il faudra être très fort pour Yann Christen qui veut le faire. Donc, ça ouvre le champ des possibles pour les adversaires et aussi pour ses coéquipiers. Hein, parce que on parle de Igor Arrieta qui doit se tester sur ces petites étapes punchy. Mais il y a aussi Kevin Vermaerke. Quid. Ah non, mais c'était le prono que tu avais donné, Thibaut, sur les réseaux sociaux. La victoire ouais, mais je le pensais parce que à la fois Yann Christen, c'est un poulet sans tête, ok, c'est le grand favori, mais c'est le type d'épreuve où bien malin est celui qui réussira à le prédire en sachant que tu peux être exposé aux bordures. Demain, un peu moins. Je sais pas la 4e étape. Attends, je vais regarder. Mais demain, on est quand même un peu plus dans des zones couvertes, donc et puis on tourne un peu plus, donc les bordures c'est un peu moins possible. Mais par contre, potentiellement peut-être la 4e, tu peux aussi te faire piéger. Donc attention à ça. Il y a quand même des coups à jouer de ce côté-là pour des grimpeurs punchers patentés qui eux auront été malins et ne se seront pas fait piéger. Non, j'écoutais religieusement. On écoute religieusement Thibaut. Thibaut, je vais te laisser à la main. L'autre actualité vélo du jour, hein, tout le monde en parle un petit peu. Jonas Vingegaard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi? T'as tout décortiqué, t'as tout épluché? Non, il s'est viandé, quoi, c'est tout. Ouais, rien de plus. Non, il y a une sorte de polémique qui part un peu partout. Oui, il y a la polémique, c'est soit t'es pour t'es pour Vingegaard et tu vas dire que c'est des abrutis de cyclistes amateurs. Qu'est-ce qu'ils font à faire chier ces coureurs professionnels? Ce à quoi je te dirais, tu n'as pas tort. Moi personnellement, tu sais, en entraînement ou même quand je vais voir les coureurs et que je vais au bus,
j'ose même pas les déranger. Donc j'ai une certaine pudeur qui fait que je reste à distance. Le jour où j'ai offert mes bouteilles de vin à Arnaud Desmar, je les ai données à ses parents. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois ça peut être un peu chiant, mais est-ce que tu as vraiment besoin de prendre des risques pour larguer un coureur en descente parce que il te fait potentiellement chier. Ça, on peut pas le nier. Ça se trouve, le coureur amateur était un peu trop relou et on a voulu s'en débarrasser et voulu s'en débarrasser en descente. Mais si tu accélères et que tu prends des risques, est-ce que c'était pas un peu inutile? Bon, moi je pense que c'est un peu inutile. Je pense que les torts sont partagés, hein, honnêtement. Parce que pour énerver et agacer Vingegaard quand tu sais que c'est l'un des coureurs les plus sympathiques du peloton, même en entraînement, qu'il a toujours un moment où il prend une photo avec des amateurs, quand il monte avec des amateurs, des fois il fait le trajet avec eux, c'est pas le coureur que tu vas agacer le plus en étant dans sa roue. Ouais, mais Thibaut, rappelle-toi, là, quand on s'était vu pour la première étape de Paris-Nice, c'était 2024 ou 2023, je sais plus. Tu te rappelles la présentation des coureurs sur le podium? Il y a un truc qui nous avait marqué. Ça remonte là. Peut-être ça t'a plus marqué que moi. Bah, sur les 170 coureurs, il y a un seul mec qui portait le masque. Ah oui, mais ça c'est Bingo, il est dans sa bulle. Ouais. Mais après, je peux comprendre aussi que il peut potentiellement être un peu plus irritable dans certaines conditions. Ça reste des coureurs qui sont sous pression et la nature humaine fait que des fois tu peux succomber à cette pression. C'est pas que des machines. Donc bon. Toi Flo qui passe une partie de ta vie, parce que bon voilà, tu commentes les courses, mais t'es aussi depuis très longtemps sur le bord des routes, dans les paddocks, dans les sas, dans les arrivées des courses. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a tu vois des spectateurs parfois pour des selfies, pour des photos, tu te dis les mecs ils sont quand même un peu intrusifs avec les coureurs, ils abusent, ou la plupart du temps ça se... Alors oui, la plupart du temps ça se passe bien, parce qu'il y a une immense majorité de gens qui sont extrêmement respectueux. Mais oui, j'ai déjà vu plusieurs fois des gens avoir des comportements limites. Surtout, c'est la guerre au bidon quand t'es dans les arrivées ou dans les aires de départ. Et les gens, ils sont prêts à tuer pour avoir un bidon. Et ça, franchement, parfois, t'en regardes certains et tu dis, mais les gars, vous avez 55 ans, vous êtes des pères de famille respectables, donc ne forcez pas pour avoir juste un bout de plastique dont vous allez vous foutre en plus, parce que tu sens que c'est pas des gros amateurs de vélo, que vous allez rentrer chez vous, le mettre dans un coin et plus jamais l'utiliser. Donc, mais ça, c'est malheureusement, je pense que c'est une part de la folie humaine. Et oui, j'ai déjà assisté à malheureusement beaucoup de scènes comme ça. Et je trouve d'ailleurs que les coureurs sont d'une zénitude tout à fait respectable et quasiment de moines bouddhistes pour à chaque fois rester très 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 serein face à ce genre de situation. Je vais même avoir un message, c'est que pour les adultes qui font ça, honnêtement, vous avez un gosse à côté de vous, faites-le kiffer. Moi, quand j'ai été gosse, le premier truc que je voulais, c'était le bidon d'un pro. Donc, si on retourne en arrière, faut faire plaisir. Tu vois, c'était il y a 2-3 ans, arrivé de la route Tourangelle, je suis à côté des coureurs UnoX, Scorsese qui me file son bidon. Il y avait un gosse à côté, il avait les yeux qui pétillaient. Frère, des bidons, j'en ai 36 000 chez moi, je l'ai filé au gosse, il était tout heureux. Est-ce que Flo, tu vois ce niveau de folie un petit peu, est-ce qu'il y a quand même un niveau, entre guillemets, de conneries un peu supérieur sur le Tour de France? Franchement, je suis pas plus choqué que ça. Non, pas, surtout quand tu vois le monde que le Tour de France draine. C'est pas là où j'ai été le plus marqué. J'ai été beaucoup plus marqué sur le Giro, de trucs comme ça, et en Espagne aussi. Où là, les gens sont un peu plus, font un pressing un peu plus intense. D'accord, Flo. Alors, toujours dans l'actualité, t'allais dire un truc, Thibaut? Non, pas du tout. Bon, parfait. Toujours, Flo, dans l'actualité vélo. Alors, on va revenir sur un épisode quand même qui a eu lieu il y a quelques semaines. Comme on t'a dans le podcast, on va te poser la question. Ce bistrot vélo là que vous avez un petit peu improvisé pour la remise des trophées de la Coupe de France. Ça, c'était pas prévu. J'ai l'impression que ça s'est un peu monté au dernier moment. Complètement. T'es pas dans les coulisses, mais j'ai l'impression que peut-être que ça se sentait, j'en sais rien, mais oui, effectivement. C'était bien. C'est les meilleurs moments en vrai quand c'est pas prévu.
Ah non, c'était génial. Et puis d'être là au milieu, de faire l'émission, on l'a fait dans les conditions du direct, même si elle n'a pas été diffusée en direct. On a lancé la caméra et après, voilà, c'était du one shot jusqu'au bout. Et franchement, c'était très très bien, très sympa. Alors, c'était très sympa, mais bon, après coup, je pense que vous vous êtes dit, c'était quand même bien d'y aller parce que vous avez vu la dernière interview de Marc Madiot en tant que boss du sportif de la Groupama FDJ. Ventu, je crois que c'est le lendemain qui dit qu'il signe chez les Rockets, si je dis pas de bêtises. Le lendemain matin, je crois, quasiment. Ouais, en fait, on aurait pu avoir toutes les exclus, mais on a rien eu, tu vois. Donc, tu nous mets face à nos échecs. Mais... Non, parce que en vrai, Louis-Pierre demande à Marc Madiot, il lui dit, Marc, la retraite, c'est pour quand? De toute façon, un peu plus poli. Madiot botte en touche. Ventu nous dit, j'ai 0,05% de rester professionnel et 2 jours après, il signe chez les Rockets. Enfin, et après, les mecs sont aussi dans leur communication, ils doivent avoir un planning et ils ont peut-être des temps à respecter. Là, on était un poil trop en avance, malheureusement. Mais pour nous. T'as pas senti du côté de Maggio un petit truc qui était différent en fait, malgré son discours. Il y avait ce petit truc qui faisait que il y avait quelque chose quand même qui se tramait dans sa tête. Bah si, mais d'ailleurs quand on a commencé à préparer l'émission, c'est un des premiers trucs que Louis-Pierre m'a dit. Il m'a dit, mais moi le truc que j'ai envie de lui demander, c'est Marc, là t'es beaucoup plus sur la fin que sur le début. Comment ça se passe? Parce que le mec qui prend sa suite, ça fait un moment qu'il a été intronisé, qu'il est à ses côtés, mais c'était encore lui le boss. Et donc oui, effectivement. Et après, quand on parle en antenne avec l'attaché de presse, il nous dit oui, c'est vrai que c'est une question qui serait pertinente. Donc lui doit savoir aussi. Il nous dit surtout, les gars, s'il vous plaît, ne le posez pas. Il nous dit pas du tout ça. Donc tu te dis, allez, peut-être qu'il va en parler. Mais effectivement, ouais, c'était de toute façon, je pense que de leur côté, c'était déjà fait. Maintenant, ils préféraient garder la main sur quand est-ce qu'ils l'annoncent. Et bon, ça peut aussi se comprendre. Hein. Après, ils l'annoncent très vite, alors qu'ils gardent quand même le suspense en disant quand je serai mort. Oui, finalement, ça a été un peu plus tôt. Après, il est encore là d'une certaine manière, hein, mais vous avez rien, je sais pas, ou après coup vous avez vraiment pas eu de off, ou après coup vous êtes dit tiens là c'était quand même un peu bizarre, ou comment, enfin ça devait être particulier. Non. Quoi. Non, franchement, quand j'ai vu qu'ils avaient communiqué en disant voilà, passation de pouvoir et tout, bon, je suis pas tombé de ma chaise, mais voilà, on sentait que c'était proche, mais si après la soirée tu nous dis pour vous il s'arrête quand Madiot, moi je te dis bon il remplit au moins pour 1 an et pas 3 jours après il dit qu'il passe la main quoi. Ouais, voilà. Par contre dans Ventu, lui oui on sentait que c'était vraiment beaucoup plus proche que ce qu'il disait quand la caméra était allumée. Du coup tu t'es dit le salaud il aurait quand même pu nous le dire en off. Et ouais, mais en off, je crois qu'il nous disait, il nous a dit en off, c'est l'équipe qui maîtrise. Il y a encore des détails à régler et c'est l'équipe qui fera l'annonce parce que c'est pas dans mes mains quoi. Après, nous on n'a jamais été non plus à courir après les scoops, à vouloir absolument avoir des infos. Tu vois, s'il y a des trucs de transfert que tu sais à l'avance et tout, moi j'ai jamais rien annoncé parce que ça m'intéresse pas trop quoi. Oui, c'est dans la même philosophie que Louis-Pierre. Oui, voilà, c'est ce qu'il nous avait dit. Il a expliqué l'année dernière, on est dans le travail, on n'est pas dans le buzz. Donc, non, ça se comprend totalement. Flo, la reprise de la saison, j'imagine, voilà, t'as commenté aujourd'hui la Lula Tour. En réalité, sur Eurosport, le vélo, ça s'arrête jamais parce qu'on a pu suivre toute la saison de cyclocross avec Steve Chenel, avec Anthony Nicolas, avec bien évidemment, il y a eu aussi de la piste pendant l'hiver. Donc en vrai, c'est 365 jours par an, mais presque. Mais là, la reprise de la saison sur route, bon là, t'as commenté la Lula, mais la vraie grosse reprise, le Grand Prix La Marseillaise qui a lieu ce week-end. Là, dans les préparations, j'imagine, tout est réglé. Là, vous savez un petit peu comment ça va se passer pour l'année. Alors, pas tout dans les détails, mais oui, on a une petite vue déjà sur l'année. On sait plus ou moins qui va faire quoi. Après, il faut encore mettre tout ça en musique et que aussi, il faut qu'il n'y ait pas d'impondérable à gérer en dernière minute.
Voilà, mais oui, et ça va être encore une super année parce qu'il y a, je faudrait calculer le nombre d'heures de vélo sur Eurosport ou sur HBO Max, mais c'est complètement dingue. Tu peux voir quasiment toutes les courses. Parfois, il y a 3-4 courses dans la même journée. Enfin, c'est fou. Et comme tu dis, c'est 365 jours parce que même entre Noël et Nouvel An, t'as la semaine sainte de cyclocross où tu peux manger du vélo quasiment tous les jours. Enfin, ou si ce n'est tous les jours, je crois que c'est 6 jours sur 7. Enfin, c'est fou. Ah ouais, j'avais vu, je pensais que le calendrier était déjà complet. J'avais même vu que, alors si vous allez sur HBO Max, vous avez parfois certaines courses qui sont pas commentées en français, mais vous pouvez récupérer les courses, qui sont commentées à l'étranger. J'ai vu même qu'il y avait le PUN Grand Tour avec notre ami Steph Bennett. On avait reçu son DS Guillaume Soula il y a pas longtemps dans le coup tordu. Donc voilà, une toute nouvelle course en Inde. Donc vraiment, ouais, on va au fond du fond. Donc sur le calendrier, on reste, on veut dire, on prend les mêmes et on recommence, mais en même temps, c'est compliqué d'aller créer des courses qui n'existent pas. Donc là, c'est taquet du taquet, quoi. Ah ouais, exactement. D'accord. Au niveau de l'équipe, est-ce que, alors on sait, Guillaume nous en avait parlé à l'époque, il aime bien, la tradition d'Eurosport, avoir un gros noyau, une base de consultants. On imagine que les Jackie Durand, Steve Chenel, David Moncoutier, la base. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va? On voit que chaque année, quand même, parfois, ça évolue par petites touches, une arrivée de temps à autre, ou on repart sur exactement la même équipe que 2025? Je crois qu'on repart sur exactement la même équipe que 2025, sachant qu'il y aura peut-être un peu plus de place, si j'ai bien compris, faite aux femmes qui s'en sortent très bien. Audrey Cordon-Rago, évidemment, Roxane Fournier et Tiffaine Laurence. J'espère qu'elles auront plus de jours à leur calendrier. Sinon, après, ce sera les mêmes mecs aussi. Je crois que Philippe Gilbert reste avec Eurosport pour quelques jours de course aussi. Évidemment, David, Steve, Jackie, Nicolas Fritsch aussi, qu'il faut pas oublier, qui fera également Bistro Vélo. Donc c'est le noyau dur qui repart pour un tour. Est-ce que des petites apparitions de Romain Bardet? Voilà, j'allais en parler. Non, vous avez raison. Ouais, il y aura sûrement du Romain Bardet. Ouais, il y aura du Romain Bardet. Il y aura du Romain Bardet dans la saison. Alors après, je connais pas le calendrier exact, mais comme il a déjà fait la moto, je crois qu'il y aura du Romain Bardet et peut-être du Romain Bardet aux commentaires même. Thibaut, je raconte ce qui s'est passé quand même l'année dernière quand on a reçu Louis-Pierre. Ce que je t'ai dit juste après l'avoir eu dans le podcast. Oui. Ouais, exactement. Ouais. Non, parce qu'on pose la même question à Louis-Pierre. Il nous dit non, je crois pas, je sais pas, non, je crois qu'il n'y a rien de prévu. Et puis au moment où Louis-Pierre accroche, je rechoppe Thibaut Enzo, je suis sûr qu'il y a Bardet cet été. Et il le sait déjà. Et il nous l'a pas dit. Il le savait. Flo, trahis-le. Il le savait ou pas? Franchement, il faudrait... Moi, je pense qu'il le savait. Et je comprends qu'il n'ait pas pu le dire. Je n'ai pas de galère là-dessus. C'était en janvier l'année dernière? Ouais, on l'avait reçu exactement au même moment que toi. Ouais, franchement, je suis pas sûr. Ouais. Franchement, je suis pas sûr. Ouais. Je veux pas faire l'avocat de la défense, mais je suis pas sûr. D'accord. Bon, ouais. On le demandera un jour, on l'aura à nouveau Pierre Frileux. Tu nous parlais de Bistro Vélo, Flo. Alors, on a vu, Bistro Vélo en quotidienne jusqu'au 2 février, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont fait une petite série, Louis-Pierre et Steve, là, pour décortiquer équipe par équipe avec le mercato, les ambitions pour la saison, etc. Ils ont, je crois, déjà tout enregistré. Il y en a une qui sort tous les jours, une équipe par jour, sauf les Conti Pro. Je crois qu'ils ont regroupé trois Conti Pro dans la même journée. D'accord. Avec le risque que les équipes qui sont en train de se dérouler en ce moment, il y a peut-être une victoire qui n'a pas été prévue. Ah bon, c'est le risque. Oui, après ça permet de revisiter les équipes, faire des petits points, même des gros points mercato. Est-ce que ce format, donc première fois qu'on voit un format de Bistro Vélo en quotidienne, même s'il y a toute une série d'émissions qui ont été enregistrées, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez décliner par la suite, ou est-ce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de travail, ou est-ce que pour l'instant on repart sur le format Bistro Vélo qui s'est relancé l'année dernière dans une nouvelle formule qui marche très très fort d'ailleurs, on voit les scores sur YouTube. Est-ce qu'on repart sur ce format du lundi soir, ou est-ce qu'on va de temps en temps explorer un petit peu d'autres jours de la semaine? Normalement, on repart sur copier-coller de l'année dernière, mais après, tu vois, à l'image de ce qui s'est passé pour la soirée de la Coupe de France, on ne s'interdit pas de faire,
par-ci par-là, peut-être des petits bistrots vélos délocalisés ou des bistrots vélos exceptionnels en raison d'une actualité, parce que ça vaut le coup. Mais par contre, malheureusement, ce sera impossible en termes humains, d'effectifs et tout, de faire une bistro vélo quotidienne, parce que c'est beaucoup de boulot et qu'on est quand même déjà pas mal pris sur d'autres fronts, donc il faut choisir ses batailles. Mais après, ouais, c'est une émission qui est malléable et qui peut très bien, il peut très bien, s'il se passe un événement qui le nécessite, on peut très bien faire un bistro vélo spécial à cette occasion-là, quoi. Puis sur les grands tours, sur le Tour de France, j'ai l'impression, après les rois de la pédale, t'as l'impression qu'il y a toujours, tu vois, on pourrait regarder une demi-heure, 3/4 d'heure, ça pourrait presque être un after des rois de la pédale, en fait. Ah non, mais ça serait la folie, hein. Si humainement et que tout était possible, ça serait trop bien, parce que tu vois, t'as pas de limite de temps, comme vous sur les podcasts. Vous avez des podcasts qui durent 13 minutes, 26 minutes, il y en a d'autres qui dépassent largement l'heure, parce que voilà, t'as la liberté, tu te dis, bah voilà, on est content, on est entre nous, on a envie de parler vélo, c'est notre passion, c'est la passion de tout le monde, et on y va, on s'enflamme. Et bah malheureusement, après, il y a des contraintes qui font que c'est pas possible, mais dans un monde idéal, c'est sûr que ça serait trop bien de pouvoir faire ça. En tout cas, voilà, un bistro vélo, voilà, qui se relance depuis un an et qui avance. Thibaut, je t'ai entendu, t'allais dire un truc, non? Non, pas du tout. D'accord. Ok, ça marche. Flo, on va parler, on va s'intéresser un petit peu à toi. Vous avez fait quelques années. Ça fait quoi, presque 10 ans que t'es à Eurosport, non? Ça fait plus de 10 ans. Hein. Je suis arrivé en 2014. D'accord. Donc t'as le même âge que Thibaut, 33 ans, c'est ça? Non, moi je suis un peu plus vieux. Moi j'ai 37 ans. D'accord, 37 ans. Ok. Mais je le fais pas, tu vois. Ça veut dire que c'est quand même c'est pas mal. Merci Vincent. Merci Vincent pour le compliment. Je prends. Non, je confirme, non, mais vraiment, tu les fais pas du tout. Donc, toi, tu viens t'es de Briançon à la base. Est-ce que t'as grandi dans une famille où il y a une grande culture du sport et du cyclisme? Alors, j'ai grandi dans une famille où il y a une grande culture du sport. Mes deux parents étaient basketteurs, ils se sont rencontrés sur un terrain de basket, mais en revanche, il y avait zéro culture vélo dans ma famille. Mais comme j'ai grandi, tu l'as dit, à Briançon, où il y a une forte culture vélo de par son emplacement géographique, vu que c'est au pied de cols mythiques du Tour de France, comme l'Izoard, comme le Galibier, comme d'autres cols qui sont amenés, j'espère, à devenir mythiques, comme le col du Granon, même si on n'y passe que très peu. À chaque fois, ça a accouché de scénarios extraordinaires, et la dernière fois en 2022. Donc, voilà, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de voir très régulièrement le Tour de France passer devant chez moi. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui travaillait dans une presse et qui a eu des invitations un jour pour aller dans le village départ du Critérium du Dauphiné, parce que le Dauphiné étant un journal et que mon père vendait ce journal, et il a eu des invitations et je me suis retrouvé dans le village départ. Et à l'époque, le village départ, c'était pas comme maintenant, les coureurs, ils restaient pas dans leur pullman, ils descendaient dans le village départ, et je me suis retrouvé attablé à côté de Santiago Botero, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, et donc j'étais, tu vois, je devais avoir 7 ans peut-être, ouais. 6-7 ans, non, peut-être non, c'était plus tard. Je devais avoir 10 piges, quoi, et j'étais mais comme un fou, et donc du coup, après, forcément, tu t'intéresses, et c'est là que la passion vient, quoi. Est-ce que t'as repéré des petites, là tu parlais du Granon, est-ce que t'as repéré des petites côtes, des petits cols où tu te dis tiens, ça serait quand même pas mal que le Tour de France où il y a une course par là, est-ce qu'il y a des endroits, voilà, que tu connais et que personne ne connaît? À Briançon, oui, il y a des endroits qui sont absolument magnifiques, mais où tu pourras jamais faire d'arrivée du Tour de France. Ouais. Le Mont Chaberton, 3200 mètres, on peut pas y monter. Ah ouais. Non, non, tu peux pas y monter. Ouais. Tu finis en gravel, là, ouais. Ouais. En gravel, c'est possible. Un 3000 en gravel, le Mont Chaberton, il y a moyen. Ah ouais, là, il y a moyen, ouais. Mais sinon, non, tu peux pas faire un finestré. Et non, tous les talus autour, ils ont été largement été utilisés, ouais. Tu rêvais quand t'étais petit, tu rêvais à quoi sur les bancs de l'école? Tu te voyais un jour monter à Paris, commenter des courses? C'est quelque chose qui te traversait l'esprit à l'époque? Je vais même compléter. Est-ce que le parcours de ton père, du coup, tu me disais, il travaillait un peu dans la presse, ça t'a donné envie de passer de l'autre côté du papier?
Bah oui, je pense que oui, tu vois, j'ai toujours voulu faire ça, mais t'es gamin, tu étais dans un village en montagne, tu vois, il y a aucun monde où tu t'imagines que c'est possible, quoi. Donc en plus de ça, moi j'étais pas un très bon élève, donc tu te dis bon, c'est autre chose. Après oui, tu vois, mon père il m'amenait tout le temps l'équipe, je lisais l'équipe, je lisais France Football. Moi quand j'étais petit, Vincent, moi je voulais devenir Diffoul. Tu vois, j'écoutais Diffoul tous les soirs et mon rêve dans la vie c'était d'être Diffoul. Bon, ça a pris une tournure un peu différente. Ouais. T'as un micro. Ouais, il y a un micro là, il y a quand même il y a une petite trame, il y a une petite ligne édito qui ah ouais, c'est vrai. Mais oui, non, jamais tu t'imagines ça. Surtout quand t'es très loin de Paris, quand t'es très loin de là où ça se passe. Enfin, tu vois, tout est très abstrait. Tu vois, je regardais beaucoup la télé et tout, mais jamais de ma vie, je me suis dit je passerai derrière, quoi. Alors, tu te destinais à faire quoi dans le? J'ai vu dans un article que t'as fait Sciences Po, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, en fait. Pas mal pour un mec qui était pas terrible à l'école, hein, quand même. Bah. Non, mais c'est un concours de circonstances. Moi, donc je te dis, alors j'ai toujours été très nul à l'école, mais j'ai toujours eu de grandes ambitions. Alors c'est quand même tu vois, si ceux qui aiment bien le tiercé, c'est vraiment, j'avais des prétentions d'un cheval de course, mais j'avais les résultats d'un âne. Tu vois, c'est ce que mon oncle il me disait souvent. Mais oui, c'était un concours de circonstances parce que moi j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais jeune, j'étais plutôt pas mal. Et ma mère, elle m'avait tracé un chemin, mais à la sortie de la troisième, c'était mis d'accord avec les profs. Je devais partir faire un BEP menuiserie, charpentier menuisier, et en même temps, je passais mon diplôme pour être moniteur de ski. Et ma mère, elle était vraiment très contente. Elle a dit bon, j'ai enfin trouvé un truc à faire à mon fils. Et après, finalement, j'ai réussi à force de négociation, même si je crois qu'en troisième, le brevet, je l'ai eu à 10,5. J'ai réussi à aller en seconde générale, j'ai redoublé ma première, c'était laborieux, j'ai fini par avoir mon bac à 10,1, je l'ai eu de 4 points, je crois, c'était un total, je l'ai eu de rien du tout. Après, j'arrête mes études, je fais moniteur de ski, puis finalement, je me dis, quand même, il y a un truc à faire, je reprends avec une licence de sociologie. Une licence de sociologie, c'est extraordinaire, parce que tu apprends des choses qui sont fondamentales dans ta vie, et moi, ça m'a ouvert les yeux, et c'était génial, mais sauf qu'avec une licence de sociologie, tu trouves pas vraiment de travail, puis finalement, il y a un concours de circonstances, j'arrive en 4e année à rentrer à Sciences Po, puis je me retrouve après à venir à Paris, et puis tu vois, c'est juste qu'il y a un moment, je sais pas, tout s'est aligné, et j'ai eu grave de chatte, quoi. Ouais, alors là, dans toute cette histoire-là, Florian, là, il y a quand même un truc qui est un peu particulier, c'est comment tu te retrouves à Eurosport. Il y a bien un moment, Louis-Pierre nous avait raconté par exemple qu'il avait rencontré Guillaume Di Grazia, c'était après un 32e de finale de la Coupe de France entre Le Mans et le Paris Saint-Germain, il le croise en boîte au milieu des joueurs du PSG, et là tout bascule. Moi j'adore avoir cette anecdote, connaître ce moment-là. Florian, je suis sûr qu'il y a un moment donné où tout a basculé. Moi, j'étais à Sciences Po à Aix. Je trouvais pas de stage pour finir mon année, et il se trouve que c'était l'année des Jeux de Sotchi. Et donc, on était en décembre, il fallait que je parte en stage fin janvier. Et du coup, j'envoie un message à un mec de la rédaction d'Eurosport, qui se trouve être le mec qui commentait le ski alpin sur les lives, les live textes là. Et il me dit écoute, ton profil peut être intéressant, voilà les coordonnées de mon chef, et je me retrouve en stage comme ça parce qu'ils avaient besoin de main d'œuvre pour les Jeux de Sotchi, les Jeux d'hiver de Sotchi, et que moi je venais quand même j'avais un profil très ski parce que j'avais été moniteur, que j'avais fait de la compète et tout, et du coup je me retrouve sur le site d'Eurosport.fr à écrire des papiers sur les Jeux d'hiver, et c'est comme ça que je me retrouve à Eurosport. Mais sauf qu'au bout de 15 jours, mais même pas une semaine, je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce bourbier? Vraiment, j'étais nul. C'était pas du tout pour moi, quoi. Mais j'avais un stage de 6 mois, donc c'était long. Et après, en traînant dans les couloirs, j'ai été voir les ressources humaines et tout, et j'ai réussi à basculer après ces 6 mois, pour faire un contrat en alternance, mais côté télé ce coup-ci. D'accord. Ah ouais, donc vraiment au début, compliqué quand t'arrives à Eurosport. Mais alors tu m'avais envoyé on avait échangé des messages le jour où on avait pris la disparition de Guillaume. Tu m'avais dit il m'a donné ma chance. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi tu penses ça?
parce que tu vois, tu viens de Briançon, t'arrives à Paris. Moi, en plus, j'étais d'une nature plutôt timide et réservée, et je me retrouve à faire un entretien avec lui, et franchement, j'en place pas une. Tu vois, j'étais dans mes petits souliers et tout, j'étais vraiment, c'était la cata, quoi. Je sors de là, je me dis, bon, au moins, t'as eu un entretien. et bon, tant pis, quoi. C'est vrai qu'il va falloir en retenter d'autres. Et puis finalement, je suis pris. Et finalement, il m'envoie, l'année d'après, il m'envoie sur le Tour de France pour faire la caméra. Sauf que le Tour de France, j'arrive, je connaissais pas, j'étais pas bon, tu vois, donc je maîtrisais pas la caméra et tout. Il me file une caméra, un énorme truc qui pesait un âne mort. À chaque fois que j'avais une interview à filmer, je faisais n'importe quoi. Le mec était flou et tout, mais pendant tout le Tour de France, c'était une catastrophe. Et donc tu te dis, bon, là, ça prend du plomb dans l'aile. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, le tour d'après? Il me dit, bon, écoute, on a négocié avec l'équipe Fortunéo, il y a un journaliste qui va partir et ça va être toi. Et donc je me retrouve une nouvelle fois à refaire le Tour de France, alors que c'était une expérience qui avait été catastrophique l'année d'avant. Et je me retrouve dans l'équipe Fortunéo pendant 1 mois à vivre avec eux, avec les coureurs, avec le staff et tout, et à faire des reportages tous les jours sur cette équipe pendant le Tour de France. Et donc là, par contre, c'était une expérience de fou furieux. C'était peut-être le truc le plus dingue que j'ai fait de ma vie. Mais avant ça, je te dis, j'avais tout sauf ces épreuves, quoi. Donc je me dis, pourquoi ils m'ont redonné ma chance 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, tu vois, c'était... À chaque fois, c'était Guillaume, d'ailleurs. Tout le crédit lui revient. T'as pu échanger avec lui sur tout ça? Pourquoi il croyait en toi? Tu vois, à chaque fois qu'il me proposait de faire des trucs, que j'allais les faire et que ça se passait après, au fur et à mesure, ça s'est de mieux en mieux passé. À chaque fois, je lui envoyais un message quand c'était terminé en lui disant, écoute, merci de m'avoir une nouvelle fois permis 2 et tout. Et à la fin, il me dit, non, mais je comprends même pas pourquoi tu me remercies, quoi. Et donc, lui, je sais même pas, je pense que c'est dans sa nature profonde, en fait, de se dire, il y a des jeunes, tu vois, ils ont un peu de niaque, on y va, tu vois, même si ça se passe pas très bien, ils remettaient le couvert, quoi. Et ça, c'était franchement, c'est quand même rare. Thibaut, t'allais dire un truc. Je sais pas, ce parcours m'inspire un beau message pour ceux qui ont des ambitions. C'est 1, d'y croire, 2, de ne jamais renoncer, et 3, de foncer. Oui, c'est vrai, Thibaut, même si Florian, je crois qu'en ce moment, pour un jeune qui voudrait se lancer dans le journalisme, on en avait parlé vite fait quand j'étais venu à Bistro Vélo, il y a tout pile 1 an, je crois que c'est assez compliqué en ce moment. Oui, franchement, mais c'était compliqué il y a 10 ans quand moi je commençais, mais j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué maintenant, effectivement, quand tu... déjà, je pense que structurellement, il y a de plus en plus d'écoles de journalisme privées qui se sont créées, donc il y a de plus en plus de jeunes, parce que c'est le rêve de beaucoup, qui se lancent à corps perdu dans ces écoles et qui, après, c'est un effet d'entonnoir, quoi. Il y en a énormément, mais à la fin, il y a très très peu de place. Et donc, il y en a beaucoup qui restent sur la touche, qui sont déçus. Et donc, oui, franchement, c'est un métier passion, c'est un métier qui fait rêver. Mais il y a l'autre côté il y a l'envers du décor où c'est un métier où il y a beaucoup de casse, quoi. Vous avez beaucoup de... C'est difficile de quantifier, mais vous avez beaucoup de demandes à Eurosport, j'imagine. Moi, j'en sais rien, tu vois, parce que j'ai pas un poste de direction, mais oui, je sais que mon rédacteur en chef m'a déjà dit plusieurs fois, je reçois plusieurs CV par jour. Ouais. Pour des stages. Ouais. Et tu vois, même pour rentrer, pour être pigiste, je sais que c'est la galère, et même des mecs qui sont chevronnés maintenant et qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, et ils ont pas de réponse, ou ils ont des réponses négatives, et effectivement, c'est assez compliqué. Après, je veux pas dresser un tableau trop noir du truc, mais il faut se rendre compte que oui, il y a quand même des difficultés à exercer ça, mais bon, je pense que c'est dans beaucoup de métiers passion, tu vois, c'est un mot un peu valise, mais dans beaucoup de métiers passion, je pense que c'est un peu ça, quoi. Oui, puis oui, complètement. Guillaume, il t'a professionnellement, un petit peu le mindset en quelques mots. Voilà, qu'est-ce qui t'a transmis, qu'est-ce qui t'a appris? Énormément, parce que alors déjà, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui te donne des conseils dans ce métier, parce que c'est un peu la jungle, que c'est beaucoup d'individualisme, et donc avoir un mec qui déjà, lui, c'était le genre de mec à tout regarder, tout écouter jusqu'à l'excès,
Et du coup, il avait un œil, il s'était construit un œil aussi parce qu'il avait quand même une grande carrière. Et donc, peu importe ce que tu faisais, si tu filmais une interview, si tu faisais un sujet où tu posais ta voix, il avait forcément un avis, et un plutôt bon avis. Et il te faisait des retours. Moi, tu vois, j'ai commencé, j'étais beaucoup derrière la caméra. Petit à petit, j'ai commenté au début un peu de ski, et après du vélo un peu plus tard. Et c'est le seul mec, depuis que je commente, qui t'appelle à la sortie d'un commentaire et qui te dit: bon bah tu vois, là et là, ça il faut améliorer. Pourquoi tu finis comme ça, alors que tu vois, il a toujours, et je pense que c'était pas qu'avec moi, mais il avait toujours des conseils, en tout cas. Et alors il avait sa manière à lui de les dire. Moi, avec moi, ça a toujours été plutôt bienveillant et très constructif. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des conseils que j'ai encore en tête et qu'il m'a donné et que j'essaye d'appliquer quand je commente quasiment au quotidien, quoi. Ça, oui, ça c'est clair. Donc ouais, il y avait un vrai truc de transmission chez lui, et qui est franchement appréciable, surtout dans ce milieu. C'est quoi le meilleur conseil qu'il t'ait donné? Bah, il y en a un dernier en tête où je commente une course italienne. Je crois que c'est le l'Aiguilla, et c'est Lenny Martinez qui gagne ce jour-là. Et il me chope à la sortie du commentaire, il me dit: tu sais, bon là, Lenny Martinez, c'est peut-être pas le bon exemple parce que ce mec-là, il va gagner plusieurs courses dans sa vie. Mais imagine que tu commentes la course d'un mec qui va en gagner qu'une seule. Et ce que tu m'as fait à l'arrivée, bah alors, oui, il avait plié la course et on était sûr qu'il allait gagner dans le dernier kilomètre, mais il y avait pas d'émotion, tu t'étais pas enflammé. Et du coup, bah, si le mec qui a gagné qu'une seule course dans sa vie, quand il se repasse la cassette, il y a un commentaire plat dessus, bah, il sera dégoûté. Donc il dit, peu importe, quand il y a une course qui se termine, il faut mettre de l'intensité et il faut montrer que c'est un moment qui est singulier, que ça soit pour le coureur, que ça soit pour sa famille ou pour le téléspectateur qui est aussi devant son écran et qui paye, en l'occurrence pour regarder Eurosport, qui paye pour vibrer un petit peu. Et il m'a dit, bah là, ce jour-là, c'était trop plat, quoi. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'y pense, je me dis, bah oui, peut-être que ça va être la 195e victoire de Tadej Pogačar, mais quand même, il faut quand même mettre un peu un truc, quoi. Voilà, donc maintenant on sait pourquoi Valentin paraît peintre quand il regardera sa victoire au Mont Ventoux dans le Tour de France en 2065 avec ses petits enfants. Et ben voilà pourquoi il aura un souvenir avec de l'intensité, avec un commentaire légendaire, parce qu'un jour voilà, Guillaume t'as chopé après une victoire de Lenny Martinez. Et voilà, non mais c'est vrai, non mais c'est important, toutes ces phases de punchline, hein. Bon, voilà, je sais qu'il y en a un, tout le monde ne l'apprécie pas forcément, mais Patrick Montel, au niveau des émotions, bah, quand on voit de toute façon les vues sur YouTube, voilà, hein, c'était Monsieur Punchline, évidemment. Et puis Guillaume aussi, forcément, voilà, le mot, la punchline, les dernières secondes à l'arrivée, les 2 victoires de Julien au championnat du monde. Enfin voilà, on a tous ces mots en tête. Et ça j'imagine que c'est quelque chose qui, dans les mots, dans l'interprétation, ça se travaille pas parce que ça peut être que à l'instinct. Mais par contre, c'est mentalement, faut être préparé à y aller, quoi. Ouais, et puis surtout dans le vélo où c'est assez difficile parce que une étape du Tour de France, tu t'es cogné 5 heures de direct avant, une émission des rois de la pédale, donc t'arrives, il n'y a plus vraiment d'essence dans le réservoir, mais c'est le moment le plus important, c'est le moment qui va être sorti sur les réseaux sociaux. Et c'est là où tu as le plus de chances de fourcher, de dire une connerie, tu vois, donc c'est un exercice pas facile. Mais, encore une fois, c'est le métier entre guillemets, quoi. Alors bon, moi je dis ça, mais moi je suis un petit bébé dans le truc, hein. Ça fait pas longtemps que je le fais et j'apprends, et parfois je me réécoute et je me dis mais c'est catastrophique. Enfin, tu vois, là cet hiver j'ai eu la victoire de Lindsey Vonn à commenter au ski. Lindsey, bon, là on est sur un autre sport et tout, mais c'est un exploit. La meuf elle a 41 ans et tout, et hurle comme un coq qu'on aurait égorgé. Et il y a un moment tu te dis, tu réécoutes, tu dis putain, la honte, quoi. Mais bon. Mais tu dis que t'es un petit bébé, mais si tu regardes quand même les commentaires sur les réseaux sociaux, on t'a quand même beaucoup plus connu de l'autre côté de la caméra, oui. Mais derrière le micro, les suiveurs sont unanimes. Tu fais l'unanimité. C'est gentil. Non, je pense pas, tu vois, parce que j'ai quand même parfois il m'arrive de lire des trucs négatifs, et d'ailleurs je trouve ça très bien parce que c'est quand même difficile de faire l'unanimité. Mais oui, j'ai eu de la chance
Et j'ai pour l'instant, parce qu'après je pense que c'est pas éternel, mais pour l'instant j'ai la chance de passer un peu au travers des critiques très négatives. Donc mais par contre oui, je confirme que je suis un petit bébé. Tu imagines que la première course par étape que j'ai commentée, je crois que c'était le Tour de l'Ain 2023. Première course que je fais World Tour, c'est le Tour UAE en 2024. Après, la chance que j'ai, c'est que quand je débarque dans le truc, j'ai déjà beaucoup de grands tours à mon actif derrière la caméra, donc mine de rien, tu reconnais les coureurs, tu sais les histoires de chacun, tu sais comment ça se déroule. J'ai eu la chance de faire 3 grands tours dans des équipes, parce que j'ai fait Fortunéo en 2016, mais j'ai aussi fait Arkea, les débuts d'Arkea en 2019, donc bon, c'est la même équipe, mais avec des appellations différentes. J'ai fait Total Energy, je fais la Vuelta avec Total Energy aussi, quand Calmejean y gagne son étape en 2016 aussi. Donc en fait, j'avais quand même j'avais un peu de background qui me permet d'être moins novice. Et j'ai aussi commenté du ski, parce que la technique de commentaire, c'est quand même assez particulier, même si le vélo, c'est un rythme différent. Donc je débarquais récemment, mais quand même avec un peu de connaissance du truc. C'est peut-être pour ça que je me fais moins attraper que d'autres, quoi. Oui, c'est vrai, tu le fais bien de le souligner, ça reste quand même un métier, et commenter, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas inné, ça s'apprend au fur et à mesure de la pratique, ça s'apprend aussi en école, hein. Mais c'est pas quelque chose qui est facile de prime abord. Il y a souvent des critiques, mais faut se rendre compte que derrière le micro, devant le fait accompli, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Thibaut, tu fais allusion au Tour de Munster que tu avais commenté sur l'équipe. Pas que, mais c'est là où tu te rends compte quand même que c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, c'est comme quand t'animes une chaîne Twitch, hein. Au début, t'es pas à l'aise, et puis au fur et à mesure de la pratique, t'apprends à maîtriser un peu plus l'outil, un peu plus à animer la chose et être dans la bonne intonation. Et là, c'est pareil, en fait. Sauf que tu commentes pas devant 200 viewers. Là, Eurosport, tu commentes devant un peu plus de téléspectateurs. Ouais, et puis il y a aussi tout un pan que les gens ignorent, c'est que il se passe énormément de choses dans ton casque. Or, c'est pas juste, t'es devant un écran et tu commentes la course et basta. Tu vois, à partir du moment où tu commentes, on te parle en même temps que toi tu parles. Et rien que gérer cette mécanique-là, on te parle en permanence quasiment dans ton casque. Donc en fait, écoutez les consultants, écoutez les personnes qui te parlent, parce qu'ils te disent maintenant faut que tu te taises, parce qu'il faut que tu marques un temps d'arrêt, il y a une pub qui arrive, il y a l'interview d'un tel qui va te parler de ça, et il faut que tu gères. T'as plein de sources à gérer en même temps, et ça, ça peut être très très déstabilisant. Et parfois, tu peux aussi manquer un truc qui se passe sur la course, et tu peux te faire défoncer derrière sur les réseaux sociaux, où on peut dire mais c'est qui ce tocard, pourquoi il a pas vu ça alors que c'était évident, mais parce que t'as 15 autres trucs à gérer à côté, et que tu restes humain et que tu peux rater un truc, alors t'essayes de minimiser ça et que ça se passe pas parce que c'est ton taf. Mais il faut pas occulter aussi tout ce pan-là, et c'est pas juste t'es assis sur ton canapé et tu tchatches de la course avec 2 potes, quoi. Alors, voilà, c'est le genre de détail qui se voit peut-être un peu moins sur le vélo, mais beaucoup plus, par exemple, au biathlon, où des fois on les voit en pleine discussion, louper un moment majeur et le revoir sur le replay. Ouais. Exact. Alors, ça doit être en plus, j'imagine, encore un niveau supérieur quand t'es sur le terrain, parce que on t'a vu là cette année sur le Tour de France, t'as eu une partie où t'as commenté, une partie où t'étais au bord des routes, en alternance avec Louis Pierre, et j'ai l'impression que tu continues à développer un petit peu ce que tu fais au bord des routes, et en plus. Alors, je sais pas comment tu fais, mais tu cherches aussi un petit peu, là, j'ai vu, à choper les familles, les proches des coureurs, mais ça doit être une mécanique de fou, parce que t'as le truc à surveiller, tu dois être présent si on t'appelle à l'antenne, t'as les mecs dans le casque, et en même temps, t'observes un petit peu tout ce qui se passe. Ouais, alors, moi, franchement, j'ai de la chance, parce que je suis pas aussi talentueux que d'autres, donc comme j'ai eu de la chance de le faire plusieurs fois derrière la caméra, il y a plein de réflexes quand t'es sur place que j'ai réussi à choper, parce que c'est à force de faire, de refaire, parfois tu rates les trucs et tout, mais oui, là en l'occurrence cette année ils nous ont donné un peu plus de liberté d'expression quand on est sur le terrain, en disant on tente des directs, donc si vous voyez un truc, si machin, vous nous appelez, on vous prend en direct et on y va. Donc tu vois, plusieurs fois sur des arrivées, tu te dis putain, il y a peut-être un petit truc sympa à faire, donc tu te lances sans filer. Parfois ça peut passer complètement à côté, parfois ça marche. Tu vois, j'ai vu
la mère de Kevin Vauquelin, mais c'était vraiment, j'ai tenté un coup de poker, quoi. Je vois qu'il fait un signe à ce qui semble être des gens planqués dans le public, alors que lui se rendait sur le plateau de France 2. Je me dis, bon, vas-y, prenez-moi. Au moment, ils me disent, on te prend dans 30 secondes, je parlais avec un mec qui se trouve que c'est le fils de Bernard Hinault. Donc je me dis, putain, bon, bah, je tente. J'essaye de lui parler, lui, il me recale. Je dis, bon, allez, venez, on va voir machin, mais c'est de l'impro et de la chance, quoi. Ouais, c'est de la chatte. Tu préfères le studio ou le terrain? Ouais, bon, franchement, j'aime bien les deux. Hein. Louis Pierre nous avait répondu le terrain, lui. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. Bah, en fait, t'as de l'adrénaline sur le terrain que t'as pas en studio, mais inversement aussi. Donc, franchement, un peu de deux, c'est cool, quoi. Ouais. Après, les journées sur le Tour de France, Thibaut, il est venu quelques heures avec nous l'année dernière, donc il l'a entreaperçu, mais c'est franchement fatigant. Hein. Tu rentres du Tour, t'es rincé. Hein. Bon, alors après, t'as vécu un truc de dingue et t'as pris une décharge d'endorphine hallucinante. Mais tu finis quand même bien sur les rotules parce que t'as mangé 7000 bornes de voiture, t'as travaillé 7 jours sur 7, t'as commencé tôt généralement et tu finis quand même assez tard. Et faut pas débrancher parce que quand tu fais tes 200 bornes pour rejoindre l'arrivée, il faut que rien que tu rates de l'étape, parce que si tu rates le moins de petits trucs et qu'à la fin la question elle vient pas sur le truc que t'as raté, là aussi on te dit pourquoi t'as raté ça, quoi. Mais en même temps t'es dans des conditions précaires parce qu'il faut que t'écoutes et que tu rates rien tout en étant soumis aux aléas du réseau, à devoir tout écouter. Thibaut il l'a vu, hein, dans la voiture t'es deux et t'essayes de rien rater, donc t'es à moitié concentré, mais en même temps tu fais la discussion. Enfin, c'est une mécanique. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, en déplacement, tu t'es dit, ça me saoule, je rentre? Voilà, un jour vraiment où vraiment ça t'a pris la tête. Ah non, mais si un jour ça m'arrive, franchement, c'est vraiment, je me reconnaîtrai plus. Les gars, moi je suis payé. Ça peut arriver. Ah non, franchement, c'est impossible. Et j'espère que ça m'arrivera. Franchement, j'espère que ça m'arrivera jamais, les gars. Moi, je suis payé à faire un truc de fou. Il n'y a pas un jour où je me lève où je me dis pas, je suis le mec le plus chanceux de la Terre. Donc, jamais de ma vie, je dirais, voilà, ça me saoule, je me casse. Ah non. Si vraiment, si un jour ça m'arrive, je m'inquiéterai, là. Ouais, je m'inquiète fort. Mais bon, il y a bien quand même eu un moment, voilà, dans toutes ces routes du Tour de France, du Giro, de la Vuelta, il y a bien eu un jour où il y a dû avoir une galère, un truc, je sais pas, un impondérable météo, un truc où vous êtes retrouvé un peu dans la sauce. Ah non, mais des galères, il y en a tout le temps. Moi, j'ai failli perdre mes doigts plusieurs fois. T'es là, il fait hyper froid et tout, et t'es congelé, t'as pris la flotte, t'es resté sous la flotte pendant 1h30. Évidemment que tu te dis, qu'est-ce que c'est, mais d'un autre côté, tu te dis, mais je pourrais être en lycra aller comme les mecs. Et donc, non, franchement, les pires des galères, ça reste quand même du kiff, mais impossible à mesurer. Franchement, franchement, je vous le dirais, hein, mais là, c'est même pas. Ma mère, elle était femme de ménage. Je peux pas vous dire aujourd'hui, j'ai une galère sur le Giro. Tu vois, l'écart, il est trop important. Il faut mesurer sa chance et se dire, mais je suis un privilégié. Je fais partie d'une toute petite élite de privilégiés. J'ai une chance incroyable. Jamais aucune galère pourra m'arrêter. Hein. Même si, voilà. Non, il y a juste, en fait, ce serait peut-être juste, sans dire de nom, faire une interview avec un mec et te dire, putain, lui c'est un connard, je veux plus jamais le faire. Mais même pas, parce que franchement les cyclistes ils sont sympas, hein, dans la grande majorité. Hein. Il y en a un que j'ai vu être avec un de mes collègues être vraiment très limite. Et d'ailleurs, il n'a pas retrouvé l'équipe en 2026. C'est pas un Français, je précise. Mais sinon, ça fait 10 piges. J'ai jamais vu un mec dépasser les bornes. Hein. Ah bah ouais, mais non, je suis en train de chercher le gars dont tu parles. Franchement, je m'en fous. Si tu veux, je te donne un autre indice. Il a fait podium de la Vuelta et il a disparu des radars ces 2-3 dernières années. Ça vous fait, dites dans les commentaires. Ça y est, non, j'ai trouvé. Ah ouais? Facile. Ah, vas-y.
Ah bah c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Oh, c'est marrant, tu vois, j'avais pas forcément une. Bon, après, c'est pas forcément le mec sur lequel j'ai le plus les projecteurs, mais j'avais pas forcément une mauvaise image de. Après, peut-être, Non, je sais pas, mais ouais. je dirais pas connard, mais celui où j'ai des échos comme quoi c'est peut-être pas le meilleur des clients en interview, c'est Cavendish. Et je confirme aussi. Ah, Cavendish, lui, il aime que Gérard Rolls, quoi. Donc. Ah, mais... Ah ouais. J'ai jamais eu trop à m'y frotter, ouais, Mais c'est une fois sur les réseaux sociaux, j'avais parlé de le livre de Cavendish. Pas le dernier, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, il sort tout le temps des bouquins, et je m'étais pris le piste François Pervis là qui fait de la piste, et sur les réseaux sociaux j'avais dit que le livre était dément, que ça se voyait que Cavendish aimait bien la France, parce que c'est vrai que dans son livre il dit qu'il aime bien la France. Alors il m'avait démonté le tweet, il m'avait dit que le mec avec les Français dans le peloton il était odieux. Faudrait que je reprenne le tweet exact, mais il m'avait un peu pulvérisé sur Twitter le camarade. Donc personnage particulier. Toi Florian, t'es pas trop sur les réseaux sociaux, c'est quoi, c'est pas ton truc, ou c'est juste t'as pas envie de te manger la tête avec ça? Franchement, j'ai essayé, tu vois, il y a un moment où je me suis dit, allez, je vais essayer de construire une petite communauté, je mettais un peu des tweets et tout, mais en fait, je me forçais à le faire, donc c'était pas bon. Donc de temps en temps, je mets un truc, et encore à chaque fois, là, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai mis un truc, j'ai pris une volée derrière, donc je suis pas... En fait, parfois tu fais des trucs pour rigoler. J'avais fait un truc pour rigoler sur le mondial en Australie qu'Evan Poole gagne, et derrière j'ai pris une sanction monumentale avec 300 Belges qui m'ont insulté. Après, je suis un passager clandestin, c'est-à-dire que je lis les trucs. Je participe pas au grand bazar, mais ça me fait beaucoup rire. Mais non, sinon j'ai pas, il faut avoir un petit peu ce truc quand même pour avoir l'inspiration et tout, surréagir et donner mon avis, c'est pas trop non plus dans ma personnalité, donc je suis plutôt discret de ce côté-là. De temps en temps, quand il y a vraiment un truc qui m'interpelle, bah ouais, je vais mettre un tweet, mais sinon non, je veux pas me forcer à faire un truc en fait où je suis pas à l'aise, quoi. T'aimerais avoir une expérience un jour ailleurs qu'Eurosport, ou c'est un truc qui te traverse pas du tout l'esprit? Ça m'a jamais trop traversé l'esprit, tu vois. Moi, mes sports, c'est le ski et le cyclisme. Et ski et cyclisme, bah, c'est que sur Eurosport. Donc, franchement, j'avais fait le Tour de France quand même en 2018 pour RMC. Mais c'était une super expérience et tout. Après, il m'avait proposé de travailler sur des émissions de foot et tout, mais j'étais pas du tout c'était pas mon délire. Donc, c'est Georges Quirino qui était sur les routes, non, à l'époque? Alors moi, j'avais fait le Tour de France, mais en studio, je faisais le producteur, ils appellent ça l'intégral tour. C'était Christophe Cessieux qui le présentait. Ouais. Okay. Ouais, c'était génial, hein, c'était une super expérience et tout, mais bon, c'était moins, après travailler sur du foot et tout, c'était moins mon truc, quoi. Ouais, c'est vrai que si on a envie de faire du vélo, ça se passe à Eurosport. C'est clair. Thibaut, t'allais dire un truc? Non, je te laisse continuer ta trame, mon cher Romain. Florian, on va parler de cette saison, hein, on va parler vélo sur cette saison qui débute. Toi, est-ce que comment tu l'appréhendes, comment tu l'analyses? Est-ce qu'il y a des coureurs, des espoirs? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'as mis le curseur que t'attends plus que d'autres, pour même si bien évidemment à chaque fois ça se passe jamais comme on l'avait prévu. C'est ça qui est bien. Il attend beaucoup de Yann Christel, visiblement. Oui, aussi, oui. Bon, après, tu vois, c'est la beauté du vélo, mais déjà, le premier truc que t'attends, c'est Milan-San Remo. Tu te dis, bon, l'année dernière, on a eu un feu d'artifice de dingue. Là, il prépare un plan avec Pogacar, mais manque de bol, bah, t'as Narvaez qui se pète, donc du coup, bah, il y a un étage de la fusée en moins. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de savoir, qui va prendre cet étage. Est-ce que ça va être Yann Christen? Bah, non, il vient de se remettre des pelles aujourd'hui. Est-ce que ça sera Cosnefroy? Bah, même s'il fait un début de saison où il est un peu, pour l'instant, il est timide. Donc, bon, il y a eu 2 jours de course, je crois, mais bon, bref. Donc, en fait, c'est dur de se projeter, de se dire qu'est-ce qu'on attend, parce qu'en fait, chaque jour, bah, potentiellement, en fait, il y a du drama, et potentiellement, tout ce que t'avais imaginé en début de saison s'avère complètement faux. Tu vois, si on se dit, là, aujourd'hui, on se dit, vas-y, viens, on écrit le top 10 du Tour de France, je pense que, bon, oui, Pogacar va gagner, mais sinon, derrière, je suis
pense que là, c'est dans un peu plus de 6 mois. Bah, je serais bien curieux de voir combien de noms aujourd'hui, si on se les met sur un papier, combien de noms, si on les ressort après à la fin du Tour de France fin juillet, combien de noms on a de bons sur 10. Bah, je pense qu'on va avoir 3 sur 10, quoi. Et 3 sur 10, tu passes pas sur la classe suivante, hein. Mais même, tu dis Pogacar, mais on lui souhaite pas, mais on n'est pas à l'abri, hein. Chris Froome, il était bien favori d'un Tour de France et malheureusement, il se pète ensuite. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. S'il s'éclate pas sur le Dauphiné, autant il en gagne encore 2, tu vois. Donc c'est trop aléatoire, c'est les mecs qui mettent leur vie en jeu alors qu'ils sont sur des boyaux qui font 2 cm et demi. C'est vraiment le sport où c'est trop difficile, je trouve, d'avoir des attentes. C'est vrai que t'as pas le droit de parier? C'est dans ton contrat de travail ou pas? Ah ouais, alors pour être honnête, j'ai jamais lu mon contrat de travail. Donc, Guillaume vous avez dit on n'a pas le droit de parier. Ah peut-être. Après moi je suis pas un parieur et d'ailleurs j'apprécie beaucoup que dans votre podcast, même si évidemment vous l'avez lancé pour des jeux de paris sportifs, pour Side Limit et tout, j'apprécie beaucoup vous à chaque fois tu rappelles, toi surtout Vincent, voilà, jouer comporte des risques, jouer avec excès, je trouve que c'est hyper important parce que c'est quand même sujet à addiction. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai des gens qui ont eu des problèmes avec les jeux. Donc moi, c'est pas un truc qui m'attire. Alors, je vais être franc, hein, j'ai déjà parié, j'ai déjà fait des paris sportifs. J'en ai fait 2 dans ma vie où j'étais sûr que ça allait gagner, sans avoir d'infos. C'est Philippe Gilbert qui gagne Paris-Roubaix. Je sais pas pourquoi. Le matin, j'étais certain qu'il allait gagner Paris-Roubaix. Il a gagné ce jour-là. Et il a gagné ce jour-là. Combien la cote? Ouais, 30, hein, je crois. Hein. Joli, hein. Joli. Mais c'était une intuition, j'étais sûr certain. Et une deuxième fois, j'étais sûr que Dylan Groenewegen allait gagner Milan-San Remo. Une cote à 80. Il a pas gagné. Et au pied du podio, le premier mec qui est distancé, c'est Dylan Groenewegen. Et c'était à l'époque où on se disait les sprinters pouvaient faire quelque chose. Hein. C'était pas quand. Ouais. Et je me souviens que t'as un premier tour, un premier pari, et ta mise est remboursée. Donc j'avais mis, je crois, 100 pêches sur Dylan Groenewegen, ça m'avait été remboursé. Et là, ça m'avait vraiment fait douche froide. Je m'étais dit, tu vois, c'est pas pour toi ça non plus. Donc, garde ton oseille. Ouais. Je suis obligé, mais désolé Flo, mais je pense que tous ceux qui ont entendu ça vont se poser la question derrière leur station d'écoute. Qu'est-ce que tu avais fumé ce jour-là pour penser que Dylan Groenewegen passerait le podio? Ouais, non mais c'était une cote à 80. Et tu sais, je crois que je m'étais laissé un peu griser par le côté, genre tu mets 100 €, 80 €, là tu peux te faire un beau billet. Et donc là, t'as toujours un petit côté, et Thibaut, je pense que t'es assez bien placé pour le savoir, t'as toujours un petit côté d'irrationnel où tu te dis, la cote est tentante, donc je me fais des scénarios qui existent finalement que dans ma tête. Et du coup, je pense que ce jour-là, j'étais tombé dans ce délire-là. Oh, tu prêches pour le meilleur des cons dans cette situation. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on fait le coup tordu aussi, hein. C'est vrai que des fois on a le cerveau qui veut partir un petit peu dans l'irrationnel et bon bah voilà, à chaque fois alors encore une fois, hein, comme tu le disais Florian, hein, voilà, on incite absolument personne à jouer, il y a des jeux gratuits, puis il y a beaucoup de gens, hein. Moi j'ai de plus en plus d'ailleurs de retours de gens qui viennent écouter le coup tordu qui sont pas du tout dans les paris sportifs. Il y en a même un qui me l'a reproché sur les réseaux sociaux il y a pas très très longtemps, qui va dire votre podcast de vélo c'est sympa mais arrêtez les paris sportifs. Donc ça s'entend, hein. Mais moi je fais partie de ces gens-là. Je suis un auditeur du coup tordu et je parie jamais. Mais parce que quand vous passez au moment des cotes, quand vous faites des previews qui sont hyper intéressantes et qu'après vous passez au moment des cotes, eh ben j'écoute. Mais je me dis pas tiens je vais poser, mais j'écoute pour me dire quels sont les favoris du jour plus que je vais pouvoir miser de l'argent. Et aussi pourquoi on écoute le coup tordu, et je pense que le mec qui t'a reproché les paris sportifs, parce que dans quel autre podcast on peut s'enflammer en prononçant le prénom de Samuele Zoccarato, tu vois, il y en a aucun autre podcast en France où on entend ça. Et du coup c'est la raison pour laquelle ben ouais, voilà. Et du coup je trouve que, et je pense que c'est aussi un peu à votre honneur, les paris sont venus un peu en deuxième plan du podcast maintenant, quoi. Ah oui, de toute façon, ce sera jamais le premier plan. Ah oui, non, c'est sûr. Ah non, mais complètement. Et puis d'ailleurs, globalement, de ce côté-là, j'ai envie de préciser, avec Enzo, on laisse la main totale à Vincent. Ah oui, mais pour le coup, il y a aussi un aspect qui reste intéressant, c'est que on peut se diriger vers des fantaisies, et t'en as une où tu participes, c'est Cycling Fantasy. Hein.
Ah non, mais par contre, autant les paris sportifs, voilà, parce que je pense que j'ai un petit côté radin malin où je veux pas lâcher mon argent, mais par contre la fantasy, je suis complètement accro. Je participe à toutes les courses, toutes les courses possibles sur Cycling Fantasy. Je fais mon équipe, je la fais avec assiduité, je prends le temps d'y réfléchir. Parfois, je me jusqu'au dernier moment, je me dis tiens, je vais mettre celui-là plutôt que celui-là. Et là, par contre, il y a un côté addictif, plaisant, je trouve, dans les fantaisies que j'arrive pas à retrouver dans les paris sportifs. Mais par contre, oui, effectivement, là, il y a un côté jeu, mais un peu enfantin, tu vois, où tu te dis, allez, je fais des choix, mais il n'y a pas d'autres conséquences que mon amour propre d'avoir pris un tel plutôt qu'un tel, quoi. Ah c'est la manière la plus intelligente. Moi, je pense que plus on ira, plus on avancera dans le temps, et plus les algorithmes, les IA vont rendre quasiment les bookmakers imbattables. Alors après, dans le vélo, c'est encore assez intéressant parce qu'il y a tout cet aspect météo, stratégie des DS qui va, je pense, vraiment être très très compliqué à faire en sorte que les bookmakers réussissent à le prendre en compte. On a encore vu sur le Tour de Nonder la semaine dernière, Jay Vine, la cote à 9 sur la deuxième étape qui remporte, d'où la cote elle est à 9, quoi. Dire on fait 100 fois la course, il la remporte 90 fois dans ces conditions. Donc il y a quand même des choses qui sont encore très très mal ajustées. Mais oui, dans l'avenir, bien évidemment, tous ces jeux de fantasy vont continuer à prendre de l'ampleur. C'est qui le meilleur à Eurosport, Florian? Vous avez votre ligue spéciale, je crois. Là, il n'y a pas photo, c'est moi. Mais après, si tu poses la même question, à Louis-Pierre, il me dira il n'y a pas photo, c'est moi. Non, mais il y a. Non, là, on n'a pas vraiment de ligue fermée. Hein. Tout dans la ligue Bistro Vélo. Après, et tout le monde est le bienvenu. On va la relancer. Il y avait une réunion, je n'ai pas pu la citer la semaine dernière, mais on va la relancer pour cette année et ça sera encore une belle passe d'armes, hein, parce qu'il y en a qui jouent dans la ligue et qui sont vraiment très forts. Hein. Il y a des mecs, tu te dis putain, pour réussir à accoucher d'équipes comme ça et avoir le pressentiment que ça va marcher, franchement, chapeau, hein, des suiveurs hyper pointus. Hein. Les consultants sont pas meilleurs que les journalistes sur ce genre de jeu. Non, tu sais bien, Louis-Pierre et Flo, c'est les rois de la pédale, donc. Non, mais parce que nous, maintenant, voilà, pareil, on y joue depuis 3 ans, donc c'est sûr que quand tu débarques dans le jeu, t'as peut-être pas toutes les subtilités, tu sais pas vraiment comment bien faire ton cocktail, quoi, mais je pense que si un mec comme Jackie Durand s'y intéresse, il suit tellement le vélo, il connaît tellement tout le truc que je pense qu'il vient, il nous plie. Hein. Oui, je pense qu'il voit les choses. T'allais dire un truc, Thibaut? Pas du tout. D'accord. Comment vous... c'est la même question qu'on avait posée à Louis-Pierre l'année dernière, mais elle est toujours d'actualité, donc j'imagine qu'elle s'est reposée également à Eurosport pendant cette intersaison en préparant la nouvelle saison. Quelle est la réflexion pour réussir à passionner les gens quand on sait qu'il y a une partie du public qui se lasse de l'ultra-domination des UAE et notamment de Pogačar? C'est une bonne question. C'est une question qui s'est posée hier. On a eu une réunion et qui se pose surtout sur le traitement que vont avoir les journalistes qui écrivent des articles sur Eurosport.fr. Plus que pour nous en direct, parce qu'en direct finalement tu subis l'événement mais effectivement à l'écrit c'est comment traiter le cas Pogačar autrement que par toutes les facettes par lesquelles il a déjà été abordé. Et oui, je pense qu'il y a une vraie lassitude et je la comprends totalement, comme je comprends totalement qu'il peut y avoir aussi des gens qui sont complètement fans du coureur et qui ne jurent que par lui. Je comprends facilement les deux côtés. Moi, en tant que suiveur, je suis plus dans une lassitude de me dire putain, le mec va encore attaquer à 80 bornes et plier la course et on va se faire chier. Et la course la plus intéressante, finalement, elle va être derrière et elle ne sera pas filmée parce que c'est ça le gros du problème. C'est qu'il faudrait limite se dire à la réalisation, gaspillez pas une caméra, arrêtez avec Pogačar. De toute façon, à part une fois au Strade Bianche où il tombe et une autre fois dans l'année où il va faire une feuille, le reste du temps, il broie les pédales et c'est derrière que ça se joue, c'est derrière qu'il y a des stratégies et c'est derrière que le vélo est dans sa plus pure essence, quoi. Donc la question elle se pose, est-ce que les réponses par contre sont plus dures à trouver? Il y a pas d'échange avec les gens qui réalisent les courses, ceux qui filment pour justement, parce que on disait avec Louis-Pierre l'année dernière, c'est que le spectacle, et tu le disais à l'instant, le spectacle il est derrière, donc il y a pas
possibilité de faire, alors même si voilà, ça passe un peu plus de bulles. Ouais, ça passe en Mondiovision, il y a voilà, mais ouais, un peu plus de bulles. Ça, je pense que c'est des, enfin, vous payez les droits de diffusion, donc à minima, je pense que vous êtes quand même en droit d'avoir votre mot à dire. Ouais, mais tu vois, c'est toutes les télés qui payent leurs droits de diffusion. Donc, par exemple, si tu prends le Tour de France, bah, il y a France 2 qui paye les droits de diffusion, il y a Eurosport en France, mais il y a TV2 au Danemark, il y a la Rai en Italie. Et donc, si chacun vient avec ses petits desiderata, la production sportive, elle est toujours réalisée de la même manière. Il y a un signal international qui est envoyé à toutes les télés, qui est le même. Et après, c'est chacun suit ce robinet-là et peut habiller ce robinet de la façon dont il veut, tu vois. Donc, tu peux avoir des interviews sur Eurosport faites par les mecs d'Eurosport. Tu peux avoir des interviews de la Rai et chacun décide de les jouer comme il veut. Mais sinon, les images, bah, t'as pas du tout la prise dessus. Et je pense que c'est aussi normal sportivement de montrer le mec qui ouvre la route. Donc, et encore, le Tour de France, c'est peut-être le plus mauvais exemple parce qu'il y a 4 hélicos, 12 caméras, enfin, tu vois, il y a largement les moyens. Mais ouais, non, je pense que ça, c'est insoluble. Maintenant, je trouve aussi que la production télé s'est quand même bien améliorée ces dernières années et qu'on voit beaucoup plus je sais pas sur le dernier Tour de France si on a raté tant de choses que ça à l'image. Peut-être en direct, mais en tout cas après ça a été rapidement recalé et tout quoi. Après c'est une question de moyens, c'est ce que tu disais. Par exemple, les batailles à l'arrière, c'est peut-être le plus intéressant. Le nombre de caméras disponibles suivant les événements n'est pas le même. Quand t'as un Tadej Pogačar qui s'échappe, la première place est jouée. Bon, voilà, peu d'intérêt. Quand t'as un Remco Evenepoel derrière qui s'échappe pour la deuxième place, bon, peu d'intérêt. Donc, faut avoir les caméras disponibles derrière pour les batailles qui sont plus intéressantes. Mais là, c'est aussi le problème de moyens. Ouais, exactement. Donc, je pense que c'est un peu insoluble. Hein. Le curseur sur Paul Sexas, hein, parce que ça va être l'une des histoires à faire vivre en cette année 2026, et puis plus généralement l'évolution de la décathlon, ça aussi c'est un sujet. C'est un sujet, oui, bien sûr. Et je crois que Eurosport.fr, le site internet est en train de préparer un gros dossier sur Paul Sexas, mais évidemment qu'il y a sujet parce qu'il y a un talent générationnel, que le mec il est incroyable, ce qu'il fait sur les championnats du monde. Moi j'avais la chance d'être à Kigali, le gars je le vois débarquer 3 minutes après sa course. Oui, c'est quand même une course où il y a 20 mecs qui terminent, il a 19 balais, il est là au milieu et tu te dis mais c'est un extraterrestre. 15 jours après, il se retrouve au championnat d'Europe, il vient faire podium avec Pogačar et Evenepoel. Enfin, c'est en faisant une course de mammouth, parce que il était quand même pas avec des peintres quand il s'est retrouvé dans le groupe. Enfin bref. Et du coup, ça va être un sujet où il faut bien ménager. J'espère qu'il va réussir à. Après, il a l'air en plus très intelligent, donc. Ça va être ça, c'est des bons sujets parce que tu te dis ça peut relancer l'intérêt, que de toute façon le règne de Pogačar ne sera pas éternel et que si en plus de ça c'est un Français qui vient contester sa domination, c'est extraordinaire. Tu te rêves, tu te vois au micro ou au bord de la route pour pourquoi pas son sacre, hein, ça peut être le Français qui va ça, voilà, c'est un moment que tu rêves de vivre dans ta carrière, un Français qui gagne le Tour. Ah bah là ça serait dingue. Ça serait complètement dingue. T'as déjà des projections, des images, des commentaires qui te viennent en tête. C'est vraiment ça, c'est un truc où tu peux ton cerveau se projette là-dessus de temps en temps. Non, jamais. Non, mais tu sais que tu peux pas te projeter sur un commentaire parce que quand tu commences une phrase, tu sais jamais comment tu vas la terminer. Donc mais oui, je pense qu'on maintenant on en a tous marre d'entendre le dernier vainqueur du Tour de France comme le dernier vainqueur de Roland Garros. C'est bon, il faudrait qu'il y en ait un qui gagne et qu'on passe à autre chose, quoi. Ouais, mais tu commentes ça, tu rentres dans l'éternité. Je veux dire, des moments, Patrick Chêne, Greg LeMond, Laurent Fignon. Enfin, tu t'étais pas né, mais non, t'étais pas né. Mais tu vois, quand tu vis ça, que tu fais partager ça aux gens, je sais que t'es pas là pour ça. Hein, t'es un mec, voilà, mais tu rentres dans l'histoire du truc, quoi. C'est sûr, hein, d'autant plus si c'est un Français. Hein. Ouais. Eh ben, on suivra. Je recommande à tout le monde d'ailleurs, à vous tous qui êtes à l'écoute là. Tu l'as vu ou pas, Flo, le documentaire là sur Décathlon là qui est sorti sur YouTube? Ah non, j'ai pas vu. D'accord. Et Thibaut, t'as regardé? Non. C'est par qui? Par Décathlon. Ils ont fait un petit.
Ils ont fait en mode un peu TDT Unibet, hein, là ça y est, on part en storytelling, on commence à montrer de plus en plus de choses. Non, ils ont fait un petit sujet, un petit quart d'heure, une grosse dizaine de minutes sur les coulisses de leur stage de préparation hivernale. Donc Olaf Koy avait pas encore son virus, on le voit beaucoup, ils ont beaucoup axé sur Tish Benoît d'ailleurs, assez peu sur Paul Sexas finalement, beaucoup sur Koy et sur Benoît, qui viennent tous les deux de la Visma. Alors après, il y a pas, ils vont pas aller montrer des choses qu'il faudrait surtout pas montrer, mais assez plutôt sympa. Petit discours également d'Aurélien Paré-Peintre qui a pris la parole devant tout le monde pour expliquer un petit peu les valeurs, les transmissions de l'équipe. Voilà, je laisse son idée. Chacun allait faire son idée sur le petit sujet, mais je trouve que c'était assez sympathique. Et puis aussi toutes ces équipes qui nous montrent de plus en plus de choses également, qui font leur programme sur les réseaux. Voilà, ça complète un petit peu tout ce qu'on voit à droite à gauche. Eh ben écoute Flo, merci beaucoup. Flo, toi Thibaut, t'as des questions à poser. Vas-y mon Thibaut. Ouais, non, mais parce que on a quand même parlé de comment consommer la télé, mais on voit aussi qu'il y a pas mal d'évolutions dans cette manière de diffuser à la télé, avec beaucoup d'évolutions, les drones, les caméras embarquées. Toi, comment tu vois et comment tu voudrais voir le vélo consommé autrement dans les années à venir? Moi, c'est pas voir, mon rêve depuis longtemps, c'est entendre. J'aimerais beaucoup entendre ce qui se passe dans un peloton. Alors, je sais ils doivent dire plein de choses, donc c'est pas possible de l'avoir en direct tout le temps, mais mon rêve, ça serait que les coureurs soient équipés, comme on peut le voir avec les GoPro derrière, mais qu'il y ait des micros, on puisse entendre ce qui se dit, parce qu'à chaque fois, c'est trop bien, quoi. Quand il y a une caméra qui s'approche et que t'as une discussion entre deux mecs qui captent pas qu'ils sont filmés, à chaque fois, moi, je me tais pour essayer d'entendre ce qui se passe. Et moi, je trouve que ça serait vraiment fabuleux de pouvoir entendre ce qui se dit dans un peloton. Ça serait mon gros rêve, même si je pense que c'est techniquement très compliqué, et surtout pour avoir l'accord, ce qui est normal, parce qu'il y a aussi une question d'intimité dans les mecs dans les forts et tout, mais franchement, ça serait, je pense, la prochaine marche à gravir pour un côté un peu plus immersif. De toute façon, c'est les meilleurs commentaires. C'est-à-dire les consultants ou les anciens coureurs, quand ils en interview, quand ils sortent les dossiers, les Jackie Durand, c'est génial, voilà, quand il raconte les DS, ce qu'il lui raconte, ou les gars dans le peloton, il arrive 30 ans après à ressortir des discussions qu'il a eues à un moment clé sur une course, et des années après t'apprends des trucs. Donc oui, c'est aussi ce qu'on essaye de faire quand on reçoit des coureurs, c'est tout ce qu'on n'entend pas, tout simplement. Ça, c'est incroyable. Non mais ouais. Je peux corriger un petit truc avant? Vas-y Thibaut. J'ai dit que demain il y aurait pas de bordure. Potentiellement il y a une zone entre 62 et 48 km de l'arrivée, vent de côté, 30 km/h, mais après tu te bouffes 17 km, vent de face. Donc ça risque de calmer. Donc je maintiens ce que je dis, il n'y aura pas bordure, ou s'il y a bordure, ça va vite se calmer. Bon, écoute, parfait. Note bien, si tu vois des bordures entre 62 et 48, il y a moyen qu'à un moment, quand on va bifurquer vent de face, on se dise, voilà, mollo. Parce que 30 km/h, ça pique. Ouais. Alors après, encore une fois, vent de face derrière, est-ce qu'ils vont le tenter, est-ce qu'ils vont pas le tenter? En tout cas, on suivra ça. Et parfait. Flo, t'allais dire un truc. Non, merci de m'avoir accueilli dans votre podcast. Je continue à vous écouter. J'ai adoré toute la période des interviews, là. Je ne les ai pas toutes faites, mais je pense que j'en ai fait quand même la majorité. Et à chaque fois, c'est des profils de coureurs qui n'ont pas encore été publiés, qui n'ont pas pu être faits pour le moment. Ouais, alors voilà, je le dis pour tout le monde, pour ceux qui ont raté les dernières. Alors Andrea Misfut qui est un petit peu, on s'est raté 2-3 fois, et je pense qu'il est bien occupé avec la Polti en ce moment. Donc voilà, donc Andrea, on ira le choper un petit peu plus tard. Et puis voilà, Jordan Jega. Voilà, on va pas trop lui péter les burnes en ce moment. Je crois que ça va pas. De toute façon, il l'a dit en interview. Je crois que c'est pas la grande forme. Il a pas roulé pendant 3-4 semaines là au mois de décembre. Donc voilà.
évidemment, on est de tout cœur avec lui. Il a le temps de se remettre pour le Tour de France, évidemment, mais voilà. Et est-ce que Jordan aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai pas été non plus trop lui casser la tête. C'est vrai que sur l'après-saison, il a donné énormément de sa personne. Il a fait beaucoup de cérémonies. Je crois qu'il a été dans des écoles. Enfin, il a vraiment été il a vraiment voulu rendre aux gens ce qui est un petit peu ce que le public lui avait donné ces derniers mois sur le dernier Tour de France. Est-ce que, j'en sais rien, je suppute, mais est-ce que c'est ça aussi qu'il a peut-être un petit peu payé au mois de décembre? Je sais pas, mais je sais qu'il a quand même été très 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 actif auprès des gens après la saison, donc voilà, donc je pense que voilà, il a besoin de se remettre en route et on va pas. Moi, j'aime pas bouffer sur le. Voilà, je me dis toujours, voilà, si je prends un coureur, si j'ai bouffé un peu sur sa récup ou sur son truc, ça, on échangeait avec Samuel le Ratagaz là-dessus, il me disait un petit peu la même chose, donc voilà, donc Jordan, on ira le voir quand voilà, ça sera un petit peu plus calme et dans une meilleure phase. Voilà. Et ben Flo, merci beaucoup. Donc la saison sur Eurosport, on t'entend quand alors sur la prochaine course? Là, tu vas faire les JO, là, c'est ça? Ouais, là, je pars à Bormio pour les Jeux et le vélo, ça sera plus dans un deuxième temps, début du mois de mars, je pense. D'accord. On va te retrouver pour Paris-Nice ou Tirreno? Pour Paris-Nice, exactement. Ouais. Ah, une petite période Paris-Nice, quoi. Ok. Tu seras sur les routes ou au micro? Non, normalement au micro. D'accord. Okay. Déjà, je me barre 15 jours sur les Jeux, après je vais rester tranquille un petit moment. Ok, parfait. Très bien. Donc on rappelle, Florian Pigeon, on peut te retrouver ton réseau, t'es sur X, Twitter principalement. Twitter, ouais, exactement, ouais, Flo Pigeon. Ok, Flo Pigeon, allez vous abonner, puis bien évidemment HBO Max. Tiens, il y en a, j'avais une petite question là, il y a quelqu'un qui me demandait, je sais plus qui, sur les réseaux sociaux, il y avait les histoires de j'ai pas tout compris là, de rachat de trucs, de ça va pas du tout impacter le vélo, il y a pas de, c'est quoi, c'est Netflix qui doit, non, là c'est des trucs, mais là c'est dans des très hautes sphères, voilà. C'est des trucs, des rachats de groupes, des scissions en bourse, donc là c'est, même moi j'y pique rien du tout, et franchement ça impacte pas notre quotidien, et bien je sûr. pense que ça impactera pas non plus les droits du vélo, j'espère en tout cas que ça bougera pas là ces prochaines années. Oui, j'ai même envie de dire, s'il y a encore plus à mettre au pot, je pense que ça sera, ça pourrait être que, je pense encore plus. En tout cas, j'imagine pas que ça soit moins. Effectivement, comme tu dis, voilà, ça joue dans les hautes sphères, donc c'est pas le sujet principal. C'était une question qui m'avait posé cette. Je me demande si c'est pas Steph le Belge. D'ailleurs, quand on avait dit que tu serais dans le podcast, il était inquiet, Steph. Bon, Steph, sois rassuré. Voilà, Flo t'a rassuré. Tout va très très bien. Merci beaucoup, mon Thibaut. Merci surtout à Flo. Bah ouais. Et donc merci à vous les gars. Avec grand plaisir, Flo. Et puis voilà, HBO Max pour la nouvelle saison Eurosport. Voilà, pour suivre tous les lives, toutes les courses et à très très vite dans le coup tordu. Thibaut, on sera à la Marseillaise? Pourquoi on se la ferait pas? On sera à la Marseillaise. Voilà. On vous le dit, prochain podcast, ça sera la grande preview de la Marseillaise. Merci Flo. Ciao les amis. Ouais, ciao.